Révolution digitale, épisode 80. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Revolution Digital with Francois Lambert. Each week, Francois brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale. Cette saison, nous diffusons depuis l'Australie. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, je m'entretiens chaque semaine avec des entrepreneurs et entrepreneurs inspirantes partout à travers le monde. Nous parlons de leur aventure entrepreneuriale, de comment ils et elles ont lancé leur business et les leçons tirées de leurs échecs. Si vous êtes à la recherche de sens dans votre travail, si vous vous dites « Je ne veux pas juste être le maillon d'une chaîne, je veux être indépendant et faire une différence », vous êtes au bon endroit. La vie est trop courte pour la passer à être malheureux dans son travail. Vous avez en vous énormément à offrir. Et avec Révolution Digitale, nous allons non seulement vous donner de l'inspiration, mais aussi des outils et des recommandations concrètes que vous pourrez mettre en œuvre chaque semaine pour faire ce que vous avez toujours vraiment voulu faire et travailler pour votre rêve, pas celui de quelqu'un d'autre. Alors si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement au podcast sur votre plateforme préférée pour recevoir directement chaque nouvel épisode. Vous êtes la tribu digitale. C'est parti. Allez, aujourd'hui, nous retournons au Canada à la rencontre d'un entrepreneur social, philanthrope et expert en potentiel humain. Il aide les gens à éveiller leur plein potentiel pour le transformer en performance exceptionnelle. C'est après avoir frôlé la mort lors d'une compétition internationale de hockey que ce double médaillé d'argent au niveau national et international décide de se lancer à la poursuite de son rêve entrepreneurial dans le domaine du potentiel humain. Aujourd'hui, auteur de 4 livres best-sellers, il est l'un des rares conférenciers québécois à avoir eu le privilège de partager la scène avec de grands leaders tels que Sir Richard Branson, Jack Canfield ou encore la championne olympique Clara Hughes. En 2016, il devient même le plus jeune conférencier canadien de l'histoire à être intronisé au temple de la renommée des conférenciers canadiens. Tribu Digitale, je suis vraiment très honoré de recevoir aujourd'hui l'incroyable Martin Latulippe. Salut Martin. Wow, c'est chaud. Quelle présentation, quel enthousiasme et passion dans ta voix. Je suis vraiment content de rencontrer ta tribu, ta famille. Ouais, je pense qu'elle l'est aussi. Merci pour l'invitation. Le plaisir est vraiment pour nous et c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai eu des auditeurs qui m'ont dit ouais, quand tu commences le podcast on dirait que tu commentes une course d'athlétisme on sait pas quand tu vas t'arrêter. Alors, on m'a dit ouais, je sais pas si je dois me calmer ou pas, mais je suis toujours excité quand je commence le podcast et quand j'ai affaire à un invité qui comme toi est un habitué des conférences et des shows. Je me dis comment va-t-il réagir lui-même, et je sens que l'énergie est de ton côté aussi. Non, moi, j'adore m'associer à des gens qui sont passionnés et enthousiastes. Je crois que on en manque dans le monde d'aujourd'hui. Donc, bravo pour avoir choisi ce mode de vie. Écoute, j'espère qu'on va en inspirer d'autres aussi aujourd'hui avec cette petite émission. Et tout d'abord, je viens de donner un tout petit résumé de qui tu es à la tribu digitale. Est-ce que tu veux quand même y rajouter quelque chose? Et avant qu'on parle de tes nombreux projets, est-ce que tu pourrais aussi nous donner un petit aperçu de ta vie personnelle, peut-être une anecdote, quelque chose qu'on ne sait pas sur toi? Ouais, écoute, vraiment, je pense que le plus important que les gens doivent peut-être savoir, c'est que comme eux, il y a eu une époque où j'ai eu un projet, un rêve, et j'ai eu des moments extrêmement difficiles, un départ très difficile. Donc moi, je suis un entrepreneur depuis ma sortie des études, alors que tous mes amis allaient à un emploi professionnel avec un titre, une position. Moi, j'ai eu la brillante idée de me lancer en affaires. Donc, j'en ai bavé. Mais ce que je suis le plus fier, vraiment, c'est d'avoir bâti une famille tout en même temps. Donc, je suis père de 2 enfants. Ça fait 15 ans maintenant que je suis marié. Et on sait que l'entrepreneuriat peut amener ses défis des fois, mais d'avoir gardé ma famille, d'avoir pu m'épanouir aussi avec ces valeurs familiales-là, bien, pour moi, ça m'est très précieux. Donc, malgré toutes les belles choses qu'on va dire ici aujourd'hui, sachez que je suis quelqu'un comme tout le monde parce que hier, j'étais en conflit avec mon garçon parce que j'avais pas fait ceci. Ma petite fille, ce matin, pleurait parce qu'elle voulait pas porter tel ou tel vêtement. Donc, derrière tout l'artifice et les philosophies, les stratégies qu'on pourra peut-être partager ici aujourd'hui, je suis un mec bien ordinaire. C'est juste que j'ai décidé d'aller à la poursuite de mon extraordinaire à moi. Voilà, et félicitations pour cette belle famille. Et voilà, tribu digitale, Martin est un homme tout à fait ordinaire, c'est-à-dire
qu'il est extraordinaire. On est tous extraordinaires. Je pense que c'est aussi vers là qu'on va un peu aller. Je sais que on peut trouver beaucoup d'épisodes, de podcasts, de vidéos YouTube, d'informations en ligne sur ton parcours. On a parlé de tu as eu un accident de hockey qui t'a beaucoup réveillé. On va peut-être pas retourner sur tous les détails parce que je pense que tu l'as déjà dit des dizaines et dizaines de fois, mais j'avais quand même envie de te demander quel a vraiment été l'impact de cet accident sur la suite de ta vie, en fait. Est-ce que ça a eu un impact dans l'envie de te lancer dans l'entrepreneuriat ou est-ce que ça a eu un impact plus profond que ça? Beaucoup plus profond, oui. L'impact a d'abord et avant tout été sur une prise de conscience, sur la fragilité de la vie, en fait, parce que c'est un incident plus que banal dans un jeu de routine où est-ce que j'ai été atteint par une lame de patin de hockey sur glace dans le cou. Et évidemment, c'était une récupération de rondelle, ce qui est de plus banal. Donc, pour moi, ça a été vraiment de dire vraiment, ça aurait pu terminer de cette façon-là, dans une banalité la plus plate au monde. Et ça m'a mis dans une foutue d'urgence de vivre chaque instant au maximum. Et évidemment, mon véhicule est devenu l'entrepreneuriat. Parce que j'avais ce désir-là de partager mon message. Déjà, je pataugeais dans le développement personnel depuis des années et des années. J'allais faire des présentations dans des écoles, inspirer les jeunes à prendre des risques, à affronter leur peur, à dépasser leur passion. Mais évidemment, de là à transformer ça en un business, il y avait vraiment un grand canyon, il y avait un écart énorme. Donc, je me suis lancé vents et marées dans le véhicule de l'entrepreneuriat. Mais pour moi, ça a été beaucoup plus profond, une méga prise de conscience. Parce que tu sais, François, on se croit tous invincibles. On croit tous qu'on a toute notre vie pour réaliser nos rêves, dire aux gens qu'on aime qu'on les aime, dire aux gens qu'on veut pardonner qu'on les pardonne, tenter notre chance, prendre des risques. Et ça, c'est le plus grand mensonge. Et pour moi, de devancer l'urgence et la prise de conscience que aujourd'hui, même si ça peut avoir l'air fataliste, pourrait être ta dernière journée sur Terre avec une toute petite banalité. Pour moi, ça me met vraiment le feu au derrière de me dire, aujourd'hui, tu as l'opportunité de vivre une autre journée. Que vas-tu en faire? Et ça, je crois qu'on est maître de ça et on doit prendre l'entière responsabilité de ça. Donc, pour moi, elle était là, la prise de conscience. Voilà, et Tribu Digital, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va prendre un peu de recul sur les choses. Le temps passe vite. La dernière chose qu'on a envie, peut-être, justement, à la fin de sa vie, c'est d'avoir des regrets. Et je pense qu'une expérience comme celle que Martin a eue, c'est quelque chose qui peut nous arriver à tous. Même si j'avoue, Martin, que la tienne était quand même assez exotique, quand même, se faire trancher la gorge par un patin, ça c'est pas tous les jours. Au championnat du monde. Au championnat du monde de hockey, parce que Martin. C'est très dramatique, c'est très cinématographique, c'est très Hollywood. Mais crois-moi, en fait, c'était, en anglais, on dit it's a blessing. Ça a été vraiment une pure bénédiction pour moi de vivre cela, même si à l'époque, je le voyais pas de cette façon-là. Oui, exactement. Et pour vous, Tribu Digital, ça pourrait être un élément beaucoup plus banal, mais le résultat va quand même être le même. Faut retenir cette fragilité, il faut retenir ce fait que à la fin, vous n'avez pas envie de vivre avec ces regrets. Et on va essayer de donner quelques pistes aujourd'hui pour aller de l'avant, pour mieux gérer, pour mieux aborder, voilà, cette vie qu'on a devant soi. Comme on vient de le dire, le temps passe très vite. Alors justement, Martin, tu es un conférencier notable, tu as écrit des livres, tu as une académie qui s'appelle Zéro Limite, tu as aussi un programme, la meilleure année de votre vie. Enfin, j'ai l'impression que tu as pas mal de projets. Est-ce que tu pourrais nous synthétiser un peu qu'est-ce que tu fais principalement pour le moment? Comment tu génères tes revenus et pourquoi tu as choisi ce business model en particulier? D'abord, business model. Ouais, d'abord, j'ai choisi ce business-là parce que j'avais une forte envie de faire une différence. Comme j'étais habité, donc on va épargner beaucoup de détails. J'étais un adolescent, disons, coloré. J'ai eu plusieurs étiquettes qui m'étaient accolées à la peau. Donc, il n'y a pas grande personne qui donnait chair de ma peau dans mon avenir. Donc, j'ai réussi à me reconstruire justement grâce au développement personnel, grâce à exactement ce que la Tribu Digitale est en train de faire. Investir en soi, nourrir son esprit de des gens qui ont gagné, qui se sont relevés, qui ont peaufiné leur art. Donc, pour moi, c'est devenu une véritable obsession. Et quand c'est venu le temps pour moi de choisir une carrière, je me suis dit, le seul truc que je voudrais faire de ma vie, ce serait vraiment continuer à étudier cela et exécuter pour mes propres rêves à moi. Donc, j'ai décidé de me lancer un business là-dedans. C'est sûr qu'il y a eu un moment un peu tremplin, très important pour moi. J'avais été faire une conférence dans une école où il y avait une crise du suicide depuis plusieurs mois.
Et on m'avait demandé d'aller parler à la suite de ce discours-là qui était bénévole. À cette époque-là, je faisais simplement ça de façon bénévole parce que je voulais bien le faire. C'était pas encore une idée d'affaires. Et il y a un enseignant par la suite qui m'a dit, est-ce que tu as déjà songé de devenir motivologue? J'avais aucune idée c'était quoi. Je savais même pas que c'était un mot qui existait. Motivologue. Exactement. Mais par contre, il m'a expliqué que le motivational speaking, donc les motivateurs, c'était une forte tendance aux États-Unis et que personne ne le faisait auprès de des mômes ou des enfants. À cette époque-là, j'avais que 20 ans, donc il me disait, tu devrais investiguer le truc. Alors, c'est là que je me suis mis à faire des liens, de dire, les livres que je lis, ces auteurs-là, ils sont aussi conférenciers. Ils sont rémunérés pour leurs conférences, ils sont mieux rémunérés pour leurs livres. Donc, à ce moment-là, j'ai réussi à voir qu'il y avait peut-être un modèle d'affaires là-dedans, mais au début, c'était pas clair. Donc, j'ai approché des mentors, on en a parlé, et là, je me suis lancé. C'est vraiment par pure passion, par pur désir de faire ma différence. Si je pouvais aider des adolescents qui étaient peut-être en trouble comme moi, je l'avais été à se trouver, j'y trouvais un sens réel de ma mission. Et en plus, si je pouvais générer des sous à travers de ça, c'était fantastique. Mais à partir de là, ça a été une escalade vraiment énorme. Je me suis lancé comme conférencier, j'ai écrit des livres, c'est devenu best-seller. Rapidement, j'ai quitté le monde de la jeunesse pour rentrer le monde associatif et corporatif. J'ai fait des conférences dans les plus grandes compagnies au monde, auprès des dirigeants, auprès de leurs leaders, partagé la scène avec, comme tu as dit au début, Sir Richard Branson, Gary Vaynerchuk. Mais à cette époque-là, tu comprends, quand j'ai commencé, je croyais pas que c'était possible. C'est juste que à force de bosser, à force de trimer, à force d'investir en moi-même, les trucs se sont présentés à moi. J'ai pris beaucoup de risques et heureusement, l'Internet s'est présenté en 2005-2006, tout le Facebook, tout le YouTube, et ça l'a littéralement catapulté mon business. Et on a fait un virage un peu sur le web, parce que quand tu fais 150 conférences par année et beaucoup dans les aéroports, ça vient un peu avec un méga prix à payer. T'es loin de ta famille, t'es loin de ta femme, t'es loin de tes enfants. Donc, quand l'Internet a émergé, c'est là que j'ai décidé de créer des produits comme l'Académie Zéro Limite, la meilleure année de votre vie, et de lancer des produits pour enseigner aux gens, en fait, comment moi je m'étais lancé en affaires, comment j'avais réussi à entrer dans les salles de rencontre des plus grandes compagnies au monde, comme BMW, Mercedes, les banques, alors que j'étais un pur inconnu et alors que j'avais pas d'études de maîtrise en administration des affaires. J'ai vraiment appris dans la tranchée. Et les gens étaient très curieux de dire, Martin, comment tu as fait pour passer de pur inconnu à maintenant vendre tes produits dans plus de 53 pays, faire des interventions dans les plus grandes sociétés. Et c'est ce que j'enseigne maintenant sur Internet. Il y a du côté business, c'est avec l'Académie Zéro Limite, mais il y a la meilleure année de votre vie où est-ce qu'on enseigne aux gens vraiment comment prendre leur vie en main et connaître littéralement la meilleure année de leur vie. Donc, les sources de revenus sont conférences, sont produits sur le web, mastermind group, consultation, coaching de haut niveau. Et vraiment, ça nous amène à faire une très, très, très belle vie. Waouh, c'est vraiment exceptionnel. J'adore vraiment cette histoire. Et j'avais même lu quelque part que on parle de toi un peu comme le Tony Robbins québécois. Et alors, est-ce que tu te reconnais dans cette description? Comment fonctionnent un peu tes événements? C'est aussi des grands événements sur scène. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Non, pas du tout, vraiment. Je connais les travaux de Tony Robbins, j'ai un respect énorme pour ce qu'il a fait, mais numéro un, en termes de style, c'est pas du tout pareil. En termes d'impact, mais on parle de le Bono du développement personnel. Pour moi, c'est vraiment une approche tellement terre à terre, beaucoup plus conversationnelle. Alors, on n'est pas nécessairement dans les mêmes énergies, dans les mêmes mécaniques, mêmes formats, mais oui, peut-être qu'à première vue, c'est sûr que quand je vais à Paris, si j'ai 1200 personnes dans ma salle, alors que je suis un pur inconnu qui vient du Québec, c'est sûr que ça peut avoir l'impression de ces grands rassemblements-là de masse. Donc, peut-être à ce niveau-là, ça peut, peut-être que l'association vient peut-être de là. Mais encore une fois, jamais en aucun temps, tu sais, j'aimerais assumer que je suis aussi grand, aussi gros, ou même dans le même style que Tony Robbins, qui a sa propre unicité que je respecte tellement. Voilà, et je pense que ce qui serait intéressant aussi, et ce qui va sûrement arriver, c'est qu'un jour, on va avoir des gens qui vont dire « Ah, vous êtes le Martin Latulippe de tel pays ». Et c'est ce que je souhaite exactement. Ouais, exactement. Et voilà, et Tribu Digital, l'importance d'investir en soi, c'est vraiment fondamental. Et d'ailleurs, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous investissez les gens. Les informations que Martin partage ici fait partie de cet apprentissage. Et d'ailleurs, Martin, je voulais te poser comme question ici. Tu parlais de tes mentors. J'avais envie de te demander, quelles ont été tes sources d'inspiration alors, toi, personnellement? Qui ont été tes mentors?
Écoute, j'en ai eu plusieurs. Mes mentors des premières heures, sont été des purs inconnus, qui ne sont probablement pas connus par la tribu digitale, mais Michel Desjardins et Jean-Paul Desjardins, parce que je crois que nos mentors n'ont pas nécessairement à être associés à notre domaine. Donc, moi, j'ai plusieurs mentors aujourd'hui pour différentes sphères de ma vie, mais à cette époque-là, j'avais besoin d'entrepreneurs. Donc, ces gens-là, c'était des gens extrêmement rusés, extrêmement stratégiques, qui m'ont appris comment me lancer en affaires et comment gérer une boîte. Alors, si on a des mentors que dans notre domaine, donc par exemple, je vais être conférencier et je vais approcher un autre conférencier pour qu'il soit mon mentor, ça ne veut pas dire que c'est un bon entrepreneur. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est bon pour m'aider avec ma croissance d'entreprise. Donc, souvent, les gens ont une vision trop étroite de quel genre de mentors vont les aider à se propulser en affaires, parce qu'à la fin de la journée, on peut avoir une passion, un véhicule comme être conférencier, faire du web entrepreneuriat, mais à la fin de la journée, le but ultime, c'est de devenir un excellent entrepreneur, et je trouve que les gens échouent à avoir un très bon QI entrepreneurial, donc le quotient intellectuel entrepreneurial, et le QE, le quotient émotionnel de l'entrepreneur. Ça, la majorité des gens passent à côté de ça. Donc moi, j'ai toujours été à la recherche de des gens qui avaient un bon QI, un bon QE entrepreneurial, donc des gens comme Taki Moore, Jason Gaynard, Brendon Bouchard. Par la suite, j'ai eu des conférenciers qui m'ont mentoré comme Tony Newman, Patrick Combs, des gens qui ont pu m'aider à aller chercher un peu le millimètre dans ma façon de prendre la parole en public au niveau de mon storytelling. Mais à la base, j'ai toujours parti avec la prémisse, François, que peu importe le véhicule qu'on décide de prendre, on doit apprendre à gérer une boîte, on doit apprendre à être un bon entrepreneur. Et ça, la majorité des gens aujourd'hui qui rêvent de se lancer en affaires, parce que c'est très populaire. On peut être entrepreneur avec un compte Instagram, avec une page Facebook, avec une chaîne YouTube. Et là, on tombe dans la merde incroyable d'avoir des vues, des inscriptions, des likes. Mais en fait, les gens sont en train de mourir de faim, littéralement, derrière tout ça, parce qu'ils sont incapables de monétiser, sont incapables de structurer, sont incapables de voir comment qu'on fait du business réellement et concrètement avec ça. Donc, moi, mes mentors qui m'ont inspiré, ça a beaucoup été des hommes d'affaires vraiment qui sont capables de vraiment générer du vrai chiffre avec leur business. Ouais, et j'ai bien aimé, tu parlais de quotient intellectuel et quotient émotionnel entrepreneurial. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ça plus concrètement? Ben oui, il n'y a vraiment aucun problème. Donc, quotient QI, entrepreneurial, oui, exactement. Donc, c'est vraiment de cette notion-là de, par exemple, un exemple, c'est où est-ce que tu passes ton temps? Quelle est la valeur que tu accordes à ton temps comme entrepreneur? Donc, une des premières erreurs que les entrepreneurs font constamment, c'est de continuer à faire des tâches qui ne rapportent absolument rien à leur entreprise parce qu'ils n'ont pas alloué une valeur à leur temps. Donc, par exemple, si tu es en affaires, tu devrais y aller au moins facilement à 100, 150, 200, 250 euros de l'heure de valeur que tu accordes à ton temps. Ça veut pas dire que tu l'as dans tes poches, mais c'est ce que ton temps vaut comme président d'entreprise. Donc, tu dois faire une tâche qui va rapporter à ton entreprise. Par contre, combien d'entrepreneurs est-ce que je vois qui n'ont pas le QI et qui se mettent à répondre constamment à des courriels, passent leur temps sur Facebook parce qu'ils croient que c'est là que ça va générer du... Et ça, tu peux tout le déléguer pour 15 euros, pour 15 balles. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu passes ton temps à retourner des courriels, à mal déléguer, à pas déléguer ou à trouver des excuses pourquoi tu délègues pas, parce qu'il y a différentes façons de le faire, même si on n'a pas les ressources financières maintenant de le faire, ben, tu es en train de faire perdre 185 euros à ton entreprise si tu t'attaches à une valeur de 200 euros de l'heure. Eh bien, comment est-ce qu'on peut donner du volume à son entreprise si on n'a pas cette intelligence-là, le QI entrepreneurial de dire je dois faire attention à la valeur que j'accorde à mon temps et mes tâches auxquelles je m'affaire comme président de mon entreprise, eh bien, je dois rapidement prendre une courbe où est-ce que je vais aller faire des tâches qui sont payantes et rapidement m'entourer d'une équipe, qu'elle soit bénévole, que ce soit un échange de temps. 1 heure, c'est 1 heure. Si je peux déléguer des trucs, eh bien, qui ne sont pas nécessairement lucratives pour moi, mais qui sont importantes dans mon entreprise, je dois faire cette décision rapidement-là pour la croissance de mon entreprise. Et quand on parle du QE, ben, toute la notion de mindset, toute la notion de résilience, toute la notion de gérer sa positivité face à tous les obstacles entrepreneuriaux qu'on peut en prendre tellement plein la gueule, juste le QI, le QE de ne pas se comparer. Ou est-ce qu'on peut constamment en train d'être auto-saboter son mindset juste à dire « Oui, mais lui, il a déjà des témoignages. Oui, mais lui, il a déjà un podcast. Oui, mais lui, regarde, il a déjà du succès. »
Et là, on est en train de s'auto-flageller. Et pendant ce temps-là, on n'est pas productif, c'est-à-dire que notre quotient émotionnel entrepreneurial n'est pas construit. Moi, je dis toujours aux gens, avant de construire quelque chose, construis-toi toi-même. Mais oublie jamais une chose, avant de te construire toi-même, ça se peut peut-être que tu devras te déconstruire. Faire un travail sur tes croyances limitantes, faire un travail sur ta gestion des émotions, faire ta croyance avec ton mindset à toi. Alors, pour moi, QI, le quotient intellectuel entrepreneurial, il y a plein de notions de business que plein de gens ne savent pas et ils perdent un temps de fou à ne pas les connaître. Et le QE, eh bien, plein des gens qui râlent, qui tournent en rond, qui ont des excuses et qui ont un mindset toxique et très pauvre, qui fait en sorte que leur idée demeure une idée. Et ils vont simplement égratigner un peu la surface de leur idée, mais ils n'iront jamais en profondeur parce que ils n'ont pas été en profondeur avec leur quotient émotionnel. Alors là, Martin, tu ne le vois pas, mais je suis en train de prendre des notes comme un fou. J'ai plus assez de place sur mon petit bloc-notes et j'espère que Tribu Digital, vous faites pareil parce que là, si c'est pas des bombes de valeur que Martin vient de faire tomber, je sais pas ce que c'est, mais c'est tellement vrai. Faites attention à la valeur que vous accordez à votre temps. Et j'aime bien aussi le fait que François, lorsque j'étais dans les multiples 6 chiffres, OK, je passais mon temps à faire énormément de tâches que je n'avais plus à faire. Par contre, j'étais devenu addicté à cela. Je me disais, il y a que moi qui peux bien le faire. Je peux pas faire confiance à personne, qui sont toutes des excuses de merde. Le QE, quotient émotionnel. Ouais. Pareil comme si Elon Musk ne délègue pas des éléments. Donc, tu comprends? Alors, la journée où j'ai compris ça et j'ai réaligné mon QE et mon QI, eh bien, là, je suis passé dans les multiples millions. Ça m'a permis de donner du volume à ma business. Mais j'ai dû gagner en maturité d'intelligence émotionnelle par rapport à mon business. Wow. Et justement, peut-être pour illustrer ça encore même plus concrètement, tu parlais au début que voilà, quand tu as lancé pas mal de tes affaires, il y a l'internet a un peu explosé avec les réseaux sociaux, Facebook, puis Twitter, enfin LinkedIn. Je sais plus quand LinkedIn est arrivé, sans doute un peu après Facebook, puis maintenant Instagram, etc. Est-ce que donc tu parles du QE, du mindset, de la valeur, du QI, de la valeur qu'on accorde à son temps. Toi, tu as explosé avec les réseaux sociaux. Comment est-ce que tu as fait vraiment concrètement pour harnacher, on va dire harnacher. Tu vois, moi aussi, je me mélange avec les mots anglais. To harness. Oui, exactement, parce que QI, voilà. C'est I, c'est le QE, exactement. Oui, IQ, QI. Je me mélange les pinceaux. Mais comment est-ce que tu as fait concrètement? Donc, ces réseaux sociaux t'ont à la fois aidé, mais en même temps, tu as dû bien être à l'affût des métriques de ces réseaux sociaux. Tu disais que arrêtez de vous comparer, arrêtez de regarder les likes et de vous focaliser sur combien de followers on a. Comment est-ce que tu as fait pour rester lean, pour utiliser les réseaux sociaux à ton avantage sans tomber dans ce travers? Pour moi, ça a été d'attacher un sens à la création de mon contenu. Donc, la majorité des gens, souvent, qui vont vouloir utiliser les médias sociaux ou le numérique pour faire exploser leur business, vont rapidement tomber dans la trappe de la validation. Donc, ils tombent dans le piège de faire ce qu'ils font pour la validation plutôt que de le faire pour la contribution. Et lorsqu'on le fait pour la validation, on est hyper vulnérable. On est constamment en position de vulnérabilité de se faire aimer, de notre métrique, le nombre de chiffres des gens qui nous aiment pas, les commentaires, est-ce qu'on a de la portée, pas de portée. On est constamment aussi très vulnérable. Facebook a changé son algorithme, c'est à cause de Facebook que j'ai pas de succès. Donc, notre QE est de la merde. Alors que si on attache un sens très fort, donc par exemple, pour moi, ça va vous paraître subtil, mais moi, j'ai perdu un de mes meilleurs amis il y a quelques années. Et lorsqu'il est décédé, on n'avait aucun vidéo de lui. Et on n'avait que des photos. Moi, je suis parrain de son fils, Maxime, qui avait 3 ans à l'époque. Et tout ça, ça m'a vraiment atterré. Ça m'a rendu très triste parce qu'en fait, mon meilleur ami, Patrick, c'est un titan. C'est un penseur. C'est un philosophe. C'est un mec qui avait une vision de la vie folle. Mais on n'avait que des putains de photos. Et là, moi, j'étais supposé d'expliquer à son enfant dans les futures années à venir à quel point son père était un géant. Mais comment qu'on fait ça? Alors, à partir de ce moment-là, moi, ma façon de voir mon contenu sur le web, ça a été que je m'affairais à construire mon héritage, mon testament humain pour mes enfants de mon propre vivant. Donc, chacune des vidéos qui est sur ma chaîne YouTube, chacune de mes pièces de contenu qui est sur Instagram, c'est un putain de message à mes enfants. De dire, tu veux faire la vie un jour? Tu veux devenir archi-millionnaire? Voici ce que je pense.
voici comment tu peux le faire. Si ça touche mes clients, en même temps, si ça les inspire, tant mieux. Mais en aucun temps, je recherche leur validation. Je m'en fous littéralement. J'ai un peu comme si j'ai cette mission-là que je vais accomplir. Si jamais il m'arrive quoi que ce soit, j'ai un sens de confort très fort de savoir que mes enfants pourront peut-être un jour s'asseoir devant YouTube, s'asseoir devant tous ces trucs-là et se dire « Ah, putain, c'est ça que papa pensait de la confiance en soi. C'est ça que papa pensait de la résilience. Ah, je savais pas que papa avait échoué à ce moment-là. » Et pour moi, de savoir que cette librairie humaine-là existe, ça me donne un sens de confort énorme qui me permet de moins tomber dans le piège de la validation parce que j'essaie de me connecter sur la contribution. Par la suite, concrètement, c'est sûr qu'il faut s'entourer des meilleurs. Tu l'as dit tantôt, tribu digitale, investir en soi. Donc, est-ce que tu vas chercher tes conseils d'une personne Facebook qui a lu un livre ou quelqu'un qui a réellement mené des campagnes? Quelqu'un qui a réellement monétisé sur Facebook? Quelqu'un qui a réellement fait ses devoirs sur le copywriting, sur l'écriture magnétique, hypnotique, marketing, avec éthique? Donc, ça fait toute partie aussi de l'aventure quand on parle de concrètement. Il faut s'entourer des meilleurs, apprendre des meilleurs. C'est ce que moi j'ai fait pour me lancer, mais à la base, ça a été vraiment de me connecter sur un fort sens de la contribution. Énorme. Et Tribu Digital, voilà, entourez-vous des meilleurs. Encore un conseil vraiment super. Et je vois que le temps passe, et avant de passer rapidement à ton parcours, à revenir sur ton parcours, Martin, est-ce que tu aurais en plus de celui que tu viens de tout ce que tu viens de nous donner maintenant, mais un petit conseil à donner à tous celles et ceux qui voudraient vraiment, je vais pas dire suivre tes pas, mais qui sont un peu sur la défensive, qui sont là, oui, mais bon, moi, tout ça, c'est compliqué. Moi, je ne peux pas faire ça. J'ai pas assez de confiance. Un petit conseil rapide à donner pour motiver les troupes avant qu'on passe à la suite. Écoute, il y en a tellement, François, mais je dirais, numéro 1, accordez-vous le droit à l'imperfection. Accordez-vous le droit à l'imperfection parce que, croyez-moi, vos démarrages, vos premières années en affaires vont être imparfaites. Et vous devez perdurer assez longtemps à faire des choses qui vont vous sembler mauvaises pour finalement devenir bonnes. Parce que la réalité, c'est que on veut tous se lancer dans la perfection. On aimerait tous que notre business roule, que notre branding soit exceptionnel au jour 1. Mais arrêtons de nous mentir comme ça. Lance ton premier truc et une fois dans l'action, tu vas le peaufiner, tu vas l'améliorer, tu vas le millimétrer. Parce que lorsqu'on est dans l'action, il se passe 2 choses, François. 1, on vit une expérience et 2, on gagne en compétence. Le problème, c'est que les gens veulent se lancer avec confiance. Mais comment qu'on gagne la confiance? C'est en vivant des expériences, en musclant une compétence et lorsqu'on se sent compétent, là, on est confiant. Mais tant si longtemps qu'on bouge pas et qu'on se met pas dans l'action, c'est impossible d'avoir un gain et un boost en confiance. Alors, à un moment donné, il faut mettre les choses ensemble. Donc, donnez-vous droit à l'imperfection parce que avec au moins ces actions-là, même si elles vous semblent imparfaites, vous allez gagner en expérience. Et là, si vous avez le bon QE, de dire, est-ce que c'est un échec ou un apprentissage? C'est toujours des apprentissages. Il n'y a pas d'échec, que des apprentissages, que des leçons ou que des améliorations à apporter. Et une fois qu'on est dans cette dynamique-là, la prochaine fois qu'on le fait, moi je dis toujours, faire une chose 1000 fois. Va en profondeur, donne-toi le temps de gagner en compétences. Et quand tu gagnes en compétences, tu te sens plus en confiance. Et ça va t'apporter du succès. Donc, arrêtez de vouloir être, c'est pas assez parfait, c'est pas le bon timing. Vous allez demeurer dans un marasme avec un tel mindset. Voilà, c'est très clair. Et Tribu Digital, outre prendre des notes, gardez quand même ça aussi à l'esprit le plus souvent possible. Et maintenant, on va vite explorer le parcours entrepreneurial de Martin, son voyage, celui qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Alors Martin, bon, on a un petit peu survolé, enfin tu nous as un peu dit au tout début que tu avais commencé très très tôt. Justement, notre première question, c'est l'appel à l'aventure. Et tu as commencé tôt, mais quand est-ce que tu as su? Qu'est-ce qui a vraiment été le déclencheur en toi qui a fait que OK, je veux devenir entrepreneur? Et par rapport à ça, j'aimerais bien mettre en contraste, est-ce que quelque chose t'a retenu par rapport à ça? Ou tu t'es lancé tout de suite? Écoute, j'ai été entrepreneur pratiquement toute ma vie. Tu vois, nos parents nous ont tellement incités à nous engager dans notre communauté. On a été servants de messe, on a distribué les journaux, on a distribué le pain béni, qui est une activité que notre Église, dans notre
petite communauté de 300 habitants faisait. On a fait des pièces de théâtre. On a eu une compagnie de tonte de gazon. J'ai tenté de lancer toutes sortes d'entreprises quand j'étais jeune, de location de bateaux, location de motomarines. Tout a échoué lamentablement. Mais pendant ce temps-là, j'étais en train d'apprendre. J'étais en train de muscler ma résilience. J'étais en train de muscler, c'est quoi se faire dire non? J'étais en train de muscler le fait que on peut mettre toute la passion qu'on veut, tout le cœur qu'on veut, mais ça se peut que le modèle d'affaires ne fasse aucun sens. Et on me l'a dit très jeune. Donc, l'appel, je crois que ça a été multifactoriel, mais c'est sûr que vers le début vingtaine, j'ai rapidement réalisé que je n'étais pas employable du tout. J'ai eu quelques expériences de travail à temps partiel comme étudiant et c'était une évidence totale que je pourrais jamais être à l'emploi de personne parce que j'avais trop le feu brûlant en moi. De me mettre dans un cubicule et de me mettre dans un emploi parce que ce ne sont pas mes valeurs, ma mission qui me ressemble jusqu'au bout des doigts, je pouvais pas, aucunement. Donc, ce que j'en ai retenu, c'est que ça vaut la peine de prendre le risque d'aller dans un sentier qui est pas nécessairement exploré. Oui, ça fait peur, mais j'aime beaucoup, moi, cette analogie de Steve Jobs qui dit que we're only connecting the dots backward. Ça veut dire que on fait la connexion entre les liens de ce que l'on a vécu une fois qu'on les a vécus. En regardant à l'arrière et se dire, wow, en faisant un podcast avec François, j'ai rencontré un tel. En rencontrant un tel, ça m'a amené à faire une conférence à tel endroit. Une fois qu'on regarde ce que l'on a fait, on peut connecter les liens et se dire, wow, regarde ce que ça m'a apporté. Le problème, et ce que j'en retiens le plus, moi, de ce ressenti-là entrepreneurial, c'est si j'avais fait l'erreur que la majorité des gens font, François, de vouloir connecter les liens avant, je me serais jamais lancé. Parce que c'est ça que les gens font. Ils se disent, et si je me lance, Martin, est-ce que ça va fonctionner? Et si je me lance, Martin, est-ce que je vais rencontrer comme toi des grands partenaires? Est-ce que je vais avoir une promotion pour lui? Est-ce que je vais... Mais je le sais pas, putain. Lance-toi, ferme ta gueule. Tu comprends? C'est que les gens veulent avoir une certitude. Les gens veulent obtenir une certitude que les points vont se connecter lorsqu'ils vont se lancer. Mais non! On ne le sait pas. Ça ne se fait qu'en regardant en arrière. Oui, on peut être stratégique, apprendre des meilleurs, mais ça demeure toujours tout en théorie. Moi, ça, c'est la phrase. Avec mon équipe, mes employés, on montre le meilleur truc au monde. Et par la suite, là, ils disent, hey, ça va vraiment fonctionner. Et je leur dis toujours, en théorie, oui. Parce qu'il n'y en a pas de certitude. Non, j'adore cette perspective et justement il y en a dans notre audience qui nous écoutent et qui vont justement dire oui ben voilà, d'accord, c'est bien beau, mais bon moi j'avoue je rêve de cette liberté, je rêve de me lancer, j'ai tous ces projets, mais en même temps j'ai une famille, les excuses vont sortir et toi, tu parles on ne peut pas connecter les dots, les points à l'avance. Et tu dis, voilà, oui, ça va bien fonctionner, mais parfois, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des petits échecs, Est-ce que tu peux nous parler d'un de tes échecs, par exemple, ou plutôt un de tes pires moments en tant qu'entrepreneur, et nous raconter comment, justement, tu en as retiré une leçon ou comment tu as rebondi dessus? OK. Il y a deux choses que je vais te dire par rapport à ça. Un, je vais te raconter l'histoire, mais par la suite, je vais te raconter aussi un élément qui est en lien avec le quotient émotionnel entrepreneurial. Donc, 2008, crise économique, j'ai mal joué mes cartes, j'étais arrogant, mon quotient émotionnel et mon quotient intellectuel entrepreneurial était de la merde. Je prenais beaucoup les choses pour acquis, je faisais pas attention à mes relations, je me croyais au-dessus de bien des choses. J'ai fait de mauvais investissements et tout ça a découlé en une perte financière de tout près de $1,5 million au mois de mai. Et à ce moment-là, moi et ma femme, on a bâti notre maison de rêve. À ce moment-là, on attend notre deuxième enfant. Et au mois de mai, à cette époque-là, en 2008, j'étais pas sur le web. Je n'étais que conférencier. Et un conférencier professionnel, l'été, ça ne fait aucune conférence parce que les sociétés sont en pause. Donc, il n'y a pas de kick-off de vente, il n'y a pas de réunion de leadership, il n'y a rien de ça. Donc, j'avais juin, juillet, août, zéro argent, moins 500 000 dans le compte en banque, et la maison des rêves est là et le bébé s'en vient. C'est pas joyeux. Eh bien, à ce moment-là, j'avais besoin de survivre. Et c'est normal. Des fois, on est en mode survie. Par contre, est-ce que cette survie-là va être permanente ou temporaire? J'avais déjà décidé qu'elle serait temporaire. J'avais besoin d'une entrée d'argent assez rapidement.
Alors, j'ai dit, je peux pas faire un truc que je déteste. Alors, j'ai approché un de mes amis qui était propriétaire d'un terrain de golf, le meilleur terrain de golf ici, où est-ce que je demeure. Et j'ai dit, peux-tu m'aider? Et il m'a embauché pendant 4 mois, où est-ce que j'ai été gestionnaire d'un terrain de golf, gérer des enfants, laver des voiturettes de golf dans ma propre ville, là. Mais là, je veux juste mettre en contexte pour les gens qui nous écoutent. 1 an avant, je sortais un livre qui est devenu un best-seller national, 10 aiguilles. J'étais Monsieur Succès, j'étais Monsieur Réussite, j'étais Monsieur qui parlait toujours du bonheur, j'écrivais dans les journaux. Imaginez le choc à l'ego d'aller ouvrir un terrain de golf le matin où est-ce que c'est mes amis qui viennent golfer, là. Et ils voient bien que je viens de laver des voiturettes. C'était un truc de psychopathe. Émotionnellement, c'est un truc de psychopathe à gérer, de garder la foi, de gérer l'ego, de gérer le jugement, de gérer la critique, de gérer la honte aussi d'avoir mis ma famille là-dedans, mais de ne jamais perdre la foi, de dire ce n'est pas permanent, c'est temporaire. Septembre viendra peut-être, si je joue bien mes cartes, je pourrais peut-être retomber dans le circuit des conférences. Espérons que ça va bien aller, en théorie. Et à ce moment-là, ben pour toutes les gens qui disent, oui, j'ai des excuses, j'ai une famille, je peux vous dire une chose, c'était pas facile. Je travaillais, je peux même pas mettre un nombre aux heures que je travaillais, mais c'était certainement pas santé. Mais ça m'a permis de survivre, revenir, remettre mon entreprise sur les rails et d'arrêter de me mettre des putains d'excuses dans la tête. Donc, par exemple, à l'époque, je ne faisais que des conférences en français parce que je n'étais pas bon en anglais. Et un de mes mentors m'a dit, ben, pourquoi tu n'apprends pas l'anglais? Lorsque tu vas revenir en septembre, lance-toi le défi. Mais mon ancien mindset était là de dire, oui, mais je vais avoir un accent, les gens vont pas me comprendre. Et il dit, tu sais, Martin, ta vie pourrait vraiment changer si tu commençais à appliquer ce que tu enseignes. Oh! Dans la gueule. Alors, il avait raison. Alors, il a commencé à me challenger et 2 ans après, ben, je partageais la scène avec Jack Canfield, Richard Branson, et là, maintenant, 75% de mes conférences. En octobre prochain, je vais partager la scène avec Elizabeth Gilbert, avec Seth Godin en anglais. Donc, ma vie a transformé. Mais ça a été à partir d'une expérience extrêmement douloureuse où, en réalité, qui était responsable de ça? Seulement moi. Seulement moi. Ça a été de me regarder dans le miroir de ma réalité et de comprendre que j'avais pris les choses pour acquis, j'avais été complaisant, j'avais plein de croyances limitantes, je me challengeais pas, j'étais pas entouré du bon monde, j'avais un mauvais quotient émotionnel et un mauvais quotient intellectuel entrepreneurial. Et ça a été une vraie claque que j'ai pris, mais qui a été salutaire. Vous voyez, Tribu Digital, dans le déroulé de nos épisodes, je mets toujours l'accent sur ce fameux voyage du héros. Et pourquoi on parle des tribulations, on parle des moments difficiles? C'est parce que toute personne, et pas seulement les entrepreneurs, à tous les niveaux de la vie, on passe par ces moments hauts, ces moments bas, des grands moments de darkness, voilà, je ne sais pas encore le traduire, mais ces moments de noirceur, de difficulté. Et c'est dans ces moments-là qu'il y a des choses aussi à retirer. C'est pas par hasard que tout d'un coup Martin s'est retrouvé, désarçonné de son cheval, confronté à cette personne qui va lui dire, mais enfin Martin, pourquoi tu n'appliques pas tes propres règles, qui a été ce déclic qu'il a remis en selle. Mais s'il n'était pas tombé de son cheval, peut-être aurait-il continué dans sa voie d'arrogance, dans une autre voie. Mais quoi qu'il en soit, on ne doit pas nécessairement tomber dans les pires moments, dans les pires noirceurs du monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces expériences ne doivent pas anticipativement vous empêcher de vous lancer. Oui, vous allez commettre des erreurs. Oui, vous allez peut-être connaître des échecs substantiels. Mais comment pouvez-vous surmonter ces échecs? Comment pouvez-vous développer le mindset, le QE qui va vous permettre aussi de surfer et remonter plus rapidement et plus fort sur votre cheval? C'est là où vous devez vous poser ces questions. Et je pense que Martin est beaucoup mieux outillé que moi pour vous guider dans cette voie. Mais Martin, alors, si tu pouvais peut-être résumer la leçon clé que tu as retirée jusqu'à présent de ton expérience entrepreneuriale, quelle serait-elle? Ben, je vais le lier à ce que je viens de raconter parce que je t'avais dit que je te léguerais un deuxième point, en fait. Donc, ça, c'était l'histoire. Mais le point, en fait, oui, c'est que vrai. Le mindset est tellement important, François, parce que regarde bien. À cette époque-là, lorsque j'avais un problème de 15 €, c'était la fin du monde. Lorsque j'avais un problème de 50 €, c'était la fin du monde. Ben, tout est dans la gestion du problème. Tout est dans la façon dont on va l'apprendre. On va gérer la situation, dont on va s'entourer avec la situation, dont on va rebondir de la situation. Parce que la réalité, c'est que, surprise, tribu digitale, les problèmes vont pas arrêter de se présenter.
Et plus que vous allez escalader votre aventure entrepreneuriale, surprise, les problèmes vont continuer de se présenter. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Ça va être des problèmes à 500 €. Ça va être des problèmes à 1000 €. Vous avez des problèmes à 10 000 €. Parce que plus que vous allez monter votre chiffre d'affaires, les problèmes vont peut-être aussi escalader. La valeur du problème va escalader. L'enjeu du problème va escalader. Mais qu'est-ce qui demeure le dénominateur commun là-dedans? C'est le mindset. De qui on s'entoure, comment qu'on réagit, comment qu'on gère nos émotions quand ça arrive, comment qu'on demeure agile pour rebondir. Et ça, moi, la plus grande des révélations en entrepreneuriat, ça a été cela. Parce que si je le dis en toute humilité, François, j'ai pas le même mindset aujourd'hui que lorsque je vivais sous le seuil de la pauvreté pendant les 3 premières années de mon parcours entrepreneurial. J'ai pas le même mindset aujourd'hui qu'on génère des millions de dollars, mais pourtant les problèmes se présentent encore, sont même plus gros parfois. Les enjeux sont plus gros. C'est juste que la façon de le gérer, parce que je me suis fait accompagner, je me suis entouré des meilleurs, je me suis confronté, je me suis regardé dans le miroir, j'ai été honnête avec moi-même, j'ai appris que mon plus gros dénominateur commun et ma ressource première, c'est mon mindset aussi. Voilà, Tribu Digital, retenez vraiment bien ça. Et je te propose qu'on fasse peut-être un petit break ici et le temps pour la tribu de digérer toutes ces informations énormes que tu nous donnes. Et alors, je te propose qu'on passe soit en pause café, soit en pause cocktail ou mocktail. C'est toi qui choisis. Ensuite, on s'installe et je te pose une série de questions en rafale et tu me répondras en allant à l'essentiel. Alors, Martin, je reprends mon souffle, mais toi, que choisis-tu? On va y aller avec un cocktail parce que t'es ma dernière fonction professionnelle avant d'aller en vacances. Alors, pourquoi pas un petit cocktail? C'est parfait. Et ici, on se retrouve alors sur la plage, en hamac ou sur chaise longue, un cocktail ou une noix de coco à la main. L'ambiance est décontractée et relaxante. Il fait chaud et tout va plus lentement. On est ici pour se reposer, se ressourcer et philosopher sur le passé, le présent et le futur. Alors, Martin, que prends-tu? T'es plutôt quoi comme cocktail, mocktail? Moi, je vais aller avec une bonne vieille bière. Ah, une en particulier? Une bière canadienne peut-être. Choisi, non, allons-y avec une bière belge, voilà, en ton honneur. Sinon, comme il fait chaud, moi j'allais dire, j'étais parti pour prendre une bonne trappiste belge, mais je me dis que comme il fait chaud, on va prendre quelque chose de plus léger. Donc ce sera une Jupiler pour moi et peut-être une Stella Artois pour toi. Voilà, ça fait un peu de la pub, mais j'espère qu'on nous censurera pas. C'est parti. Alors, Martin, comment est-ce que tu gères le stress et la peur? La peur, 1, 2, 3, go. C'est vraiment la façon dont je la gère. Sinon, j'étais un très grand peureux. J'ai été pendant longtemps quelqu'un qui a eu beaucoup peur de son ombre, beaucoup peur de ce que les gens allaient penser, jusqu'à temps qu'un mentor me fasse comprendre que l'action, vraiment, comme je l'ai expliqué tantôt, va faire disparaître la peur parce que je vais vivre une expérience, je vais la dénaturer, je vais réaliser que c'était pas si pire que ça. Et donc, pour moi, l'action a été vraiment salutaire dans mon parcours. Et ça veut pas dire que je n'ai plus peur. C'est juste que quand j'ai peur, 1, 2, 3, go, et j'y vais. Sinon, le plus que je pense, le plus que je paralyse et le plus que j'analyse. Et pour le stress, c'est la préparation. Je pense que le meilleur remède pour le stress, 1, c'est la préparation, et 2, s'assurer qu'on le fait pour les bonnes raisons, et 3, vraiment de s'assurer qu'à la fin, ce que les gens vont penser de notre performance, on s'en fout littéralement. Sois fier de toi, vas-y, recommence, c'est comme un muscle. À force de le faire, tu seras moins stressé. Alors, si tu devais recommander un livre inspirant, quel serait-il et pourquoi? L'Alchimiste. Pour moi, ça a été le livre numéro 1. Ça a été le livre qui m'a mis le feu au derrière. Littéralement, j'ai l'impression que ce livre-là, du début jusqu'à la dernière phrase, me disait « Tu as une légende personnelle à vivre. » Même si c'était très philosophique et poétique, j'avais l'impression qu'il me parlait directement à mon cœur et à ce que je voulais réaliser sur Terre. J'ai lu ce livre-là 15 fois, c'est vraiment absurde parce que je connais la fin. Mais les mots qu'il utilise et la chance du débutant et le parcours du conquérant, ça me définit, je me reconnais, j'adore ce livre-là, L'Alchimiste de Paulo Coelho. Wow, c'est un livre incroyable. Alors, à quoi ressemble ta journée type? Est-ce que tu as peut-être une routine que tu pratiques chaque jour et qui t'aide à être au top, par exemple? Quand je suis en besoin de performance, c'est-à-dire que lorsque je suis en séminaire, lorsque je suis en déplacement pour mes conférences, lorsque je suis en lancement web, je suis quelqu'un qui a une routine quand même assez serrée où est-ce que j'exige beaucoup d'activité physique, excellente alimentation, prière de gratitude, tous ces trucs-là qu'on a lus des fois dans les livres.
Ça, je le fais quelques jours avant mes besoins de performance ou en pleine période de performance. Ceci étant dit, je suis aussi ceinture noire, troisième dame, à faire absolument rien, à avoir aucune routine, à écouter 22 épisodes de Netflix en 4 jours, à manger de la pizza avec mes enfants et à kiffer avec mes amis en prenant de la bière et du bon vin. Et par la suite, quand j'ai terminé un peu cette dérape de la vie que j'apprécie tellement parce que je suis quand même assez épicurien, j'aime profiter de la vie, je sais très bien que l'excellence vient avec des habitudes. Je sais très bien que l'excellence vient avec des rituels. Donc, je me structure ce que j'appelle des journées idéales qui deviennent mes journées type. Parce que moi, je crois énormément qu'à la fin de l'année, on va devenir la somme de nos journées. Alors oui, j'ai une structure, mais j'essaie de le faire à peu près, on va dire, 3 à 4 jours par semaine et le reste du temps, c'est beaucoup plus libertin. Je pense que ça va rassurer pas mal de monde, ce que tu viens de dire, moi y compris. Merci beaucoup pour ça, Martin. Alors, qu'est-ce qui t'inspire, en dehors du potentiel humain, évidemment, qu'est-ce qui t'inspire ou te passionne en ce moment? Mes enfants, vraiment, mes enfants me passionnent à tous les jours, de par leur courage, de par leur curiosité, de par la façon dont ils sont avec leurs amis, avec leur propre personnalité. Toute cette dynamique familiale-là qu'on a créée avec ma femme et les enfants, c'est vraiment ma passion du moment et une des raisons aussi pourquoi j'ai mis plusieurs projets professionnels de côté parce qu'en fait, je sais qu'ils ne seront pas jeunes toute leur vie et je veux pas passer à côté de cette belle opportunité-là de vivre ces moments passionnants-là avec eux. Et alors, si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que ce serait et pourquoi? Pour moi, ça serait lié probablement au cynisme, au négativisme, au sensationnalisme avec lequel les médias tapissent notre réalité aujourd'hui. Et je sais qu'il y a probablement une majorité des gens de la tribu digitale qui vont dire, ben moi, de toute façon, je me suis coupé des médias depuis longtemps. Mais on dirait que même si on veut se couper des médias aujourd'hui, ils trouvent une façon de se rendre à nous. Et on a le négatif qui vient à nous pareil, et le sensationnalisme et le cynisme. On dirait que ça trouve une façon de faire son chemin jusqu'à nous. Alors, moi, s'il y a une chose que j'aimerais changer, ce serait le mensonge énorme que les médias nous mettent au visage, de nous faire croire que le monde est dangereux, que l'économie va mal, que tel type de personnes sont des fraudeurs, faut faire attention. Parce que en fait, le discours et l'apologie que l'on fait du succès dans les médias, c'est n'importe quoi, ça représente pas la réalité. L'image qu'on donne de certains pays, c'est pas la réalité quand on voyage et qu'on s'ouvre au monde. Donc pour moi, ça serait tout. Je peux pas mettre un nom particulier dessus, François, mais pour moi, toute cette notion-là de fausse réalité que l'on dépeint dans les médias souvent, ou cette fausse objectivité sous prétexte d'être le chien de garde de quoi, alors que c'est tellement négatif, c'est tellement drainant vers le bas que c'est contre-productif. Et pour moi, je pense que le monde va bien. On n'a jamais vécu dans un monde avec autant d'opportunités qu'aujourd'hui. Nos parents allaient à la putain de guerre. Nos parents devaient labourer les champs tous les jours. Il y avait des maladies qui étaient incurables. Le taux d'espérance de vie était moindre. Et maintenant, on vit dans toute cette abondance-là. Et on trouve un moyen de chialer, de râler encore parce que le Figaro a dit telle chose ou telle chaîne de télé dit telle chose ou tel parti politique dit telle chose. Voyons donc, c'est de la merde. Alors ça, c'est certainement une chose que moi, j'aimerais changer pour vraiment faire plus de place à des médiums extrêmement puissants, comme ce que tu as décidé de faire avec ta mission, de dire il y a des trucs positifs et on doit nourrir l'esprit de des gens qui ont fait des choses sympathiques dans la vie, qui ont réussi. Parce qu'en nourrissant notre esprit de choses positives, ça ne peut que provoquer des choses constructives et positives. Moi, c'est ma croyance. C'est pas obligé d'être votre vérité, mais c'est ma vérité. Voilà. Et je pense quand même, Martin, que ça va résonner fortement avec beaucoup de membres de notre audience. Merci vraiment du fond du cœur. Je suis vraiment désolé parce que je dis que ce podcast, il dure 30 minutes. Là, on est déjà à 50 minutes. Je suis en train de me dire que ce podcast aurait duré 3 heures. Je vais réfléchir très fortement à la longueur des prochains épisodes parce que franchement, on aurait pu passer toute la soirée à parler, enfin la matinée pour toi. Et écoute, Martin, pour le mot de la fin, alors que dirais-tu à nos auditeurs et auditrices de la tribu qui hésitent encore à se lancer ou qui se sentent bloqués? Si tu avais vraiment un dernier conseil à leur donner avant de partir, quel serait-il? Je leur dirais seulement 2 choses. 1, je crois en vous. Je crois en vous. Je crois en votre rêve, vraiment. Si je peux être cette personne-là qui vous dit qu'il croit en vous, tant mieux.
parce que des gens qui vont vous dire qu'ils croient pas en vous, vous allez en rencontrer une pelletée. Mais moi, s'il y avait pas des gens qui m'avaient dit à un moment donné que c'était possible aussi, ce que je rêvais, comme François le fait avec son podcast, comme plein de gens le font maintenant pour se fédérer pour un monde meilleur, ben, je veux vous dire que non, ce n'est pas porter des lunettes roses. Non, ce n'est pas d'être un bisounours. Mais oui, c'est possible de créer votre réalité, d'avoir votre impact, de faire votre différence. Et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Tout est dit. Et Martin, avant de nous quitter, dis-nous peut-être comment on peut rester en contact avec toi sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si tu as une annonce à faire, eh bien la Tribu Digitale t'écoute. Parfait. Donc, je ne sais pas si les gens connaissent ce site Internet-là, mais c'est www.google.fr. Simplement, allez là et entrez Martin Latulippe et choisissez la plateforme de votre choix. Comme tu l'as si bien dit au début, donc on a un podcast sur iTunes, on est sur YouTube, très présent, Instagram, Facebook. Mais bref, venez me rejoindre. Je suis très accessible. Ça me fera plaisir de vous dire un petit coucou, vous dire un bonjour. Et j'ai aucune annonce à faire autre que je vous souhaite le meilleur des succès. Et rappelez-vous toujours que ça prend aucune once de courage pour être cynique, pour vivre dans la peur. Mais ce que ça prend comme courage, par contre, pour bâtir un monde meilleur, ça, c'est inspirant. Et si vous vibrez à ça, venez me rejoindre. Sinon, c'est correct. Ça m'aura fait plaisir de vous partager ces quelques lignes-là, ces quelques minutes-là avec vous. Voilà, Tribu Digitale, vous venez d'entendre Martin Latulippe partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant comme d'habitude. Alors rejoignez-nous sur révolutiondigitale.fr, tapez Martin dans la barre de recherche, vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aller sur Google, Bing, DuckDuckGo, n'importe lequel, vous y allez, vous tapez Martin, vous allez tomber sur toutes ces pages. Je pense que tu as un site internet, c'est martinlatulippe.ca. Suivez-le sur ses réseaux sociaux, même si c'est de moindre importance, si j'ai bien compris au début de l'émission. Mais il y a aussi son podcast. Allez écouter son podcast. Il est sur iTunes. Il est même, je suis sûr, sur d'autres plateformes. Envoyez-lui un petit message, dites-lui bonjour. Et nous, Martin, écoute, merci vraiment du fond du cœur d'avoir partagé ton aventure avec la Tribu Digitale. Moi, je te dis au revoir. Joyeuses années 2019. Et je te retrouve en backstage. Merci. Au revoir tout le monde. Bye la Tribu Digitale. Hey, Tribu Digitale, voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode avec Martin. J'avoue que je n'ai pas voulu l'interrompre. Les informations qu'il nous a données sont vraiment exceptionnelles. Comme avec tous nos invités d'ailleurs, mais il y avait une énergie. Il fallait qu'on surfe sur cette énergie et j'espère que pour ce début d'année, vous allez prendre en compte ces informations. J'espère qu'elles vont vous aider, qu'elles vont vous guider. N'hésitez pas à revenir, à laisser vos commentaires. Si vous avez une question, allez contacter Martin. Laissez-nous aussi vos questions si vous voulez nous contacter, nous. Quoi qu'il en soit, nous, on vous souhaite tout le meilleur pour cette année qui commence. Une nouvelle saison est en préparation. On vous en dira plus dans les semaines qui viennent. Et si le message vous a parlé, si cet épisode vous a marqué, alors prenez une petite seconde peut-être pour le partager avec quelqu'un, avec un ami ou une amie qui pourrait en profiter ou en bénéficier également. Et voilà, si vous écoutez sur Apple Podcast, sur votre iPhone, vous trouverez en bas de l'épisode, il y a un petit bouton avec 3 points. Il vous suffit de cliquer dessus pour partager par email ou encore le poster sur Facebook. Donc allez-y, n'hésitez pas. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Tout simplement, ça nous aide à être plus visible sur les plateformes, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud ou sur la plateforme que vous utilisez. Vous pouvez aussi vous inscrire directement sur notre site web. Comme d'habitude, vous serez notifié de tous les épisodes par email. Vous pouvez utiliser cette newsletter pour nous répondre directement, nous envoyer vos messages. Et si nous pouvons vous aider ou si vous voulez nous joindre, venez nous suivre sur Instagram à Revo Digital. Chez moi sur François-Paul Lambert en un mot. Et moi comme toujours, nous sommes là pour vous soutenir et vous rappeler que vous êtes incroyable, que vous avez énormément à offrir et que vous méritez d'être heureux dans ce que vous faites. Vous êtes la Tribu Digitale. Et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!